Bienvenue dans French Story Library. Ici, on oublie la grammaire ennuyeuse. On découvre des histoires simples, intéressantes, et on progresse en français sans effort. Napoléon Bonaparte est un nom très connu en France et dans le monde. Il est né en Corse, une île au sud de la France. Dès son enfance, il a un grand rêve. Il pense qu'il veut devenir un chef. Il aime apprendre, il aime lire, il aime comprendre les cartes et les batailles. Sa vie commence simplement, dans une famille qui n'est pas riche mais qui a beaucoup d'ambition. Enfant, Napoléon vit dans une maison claire, entourée de collines. L'air sent la mer et le bois chaud des cuisines. Les rues sont bruyantes avec les cris des marchands. Le petit garçon observe tout avec attention. Il pense qu'il doit savoir plus que les autres. Il regarde encore les soldats qui passent et il se dit qu'un jour, il veut marcher avec eux. À l'école en Corse, Napoléon travaille dur. Pourtant, il ne se sent pas toujours content. Il doit apprendre en français, mais sa langue première est le corse. Il trouve cela difficile. Les autres élèves se moquent parfois de son accent. Cependant, il continue. Il pense que la discipline peut donner de la force. Chaque jour, il écrit, il calcule, il lit des histoires de grands rois et de grands généraux. Il regarde encore les livres et il imagine des batailles. Plus tard, il va en France continentale pour étudier dans une école militaire. La ville est plus grande, plus bruyante. Les rues sentent le charbon, le pain frais et la pluie froide. Napoléon découvre un monde nouveau. Il est petit par la taille, mais il est rapide et sérieux. Les professeurs remarquent sa mémoire et sa logique. Il pense qu'il doit toujours travailler plus. Il marche souvent seul, il réfléchit, il dessine des plans de bataille. À l'école militaire de Brienne, Napoléon se concentre sur les mathématiques et l'art de la guerre. Il aime la géométrie, il aime les cartes. Ses camarades jouent, mais lui préfère regarder encore ses livres. Il pense que son futur est dans l'armée. Il sent que la discipline est difficile, mais il aime cette difficulté. Il mange du pain simple, il boit de l'eau claire. La vie est dure, mais il est motivé. Quand il devient jeune homme, Napoléon part à Paris pour terminer ses études militaires. La capitale est immense, pleine de bruit et d'odeurs. Les rues sont sales parfois, mais aussi pleines de café et de musique. Napoléon regarde encore la ville avec curiosité. Il pense qu'il veut avoir un rôle important ici. Dans les classes, il écoute avec attention. Il apprend vite les techniques modernes de l'artillerie. Il sait déjà qu'il veut être plus qu'un simple soldat. À la fin de ses études, Napoléon devient officier. Son uniforme est propre et clair. Il marche avec fierté. L'armée est son monde. Il pense que chaque jour peut donner une nouvelle chance. Les soldats autour de lui parlent fort, rient, parfois se plaignent. Lui reste concentré. Il regarde encore le ciel, il pense à son destin. En Corse, sa famille reste présente dans sa mémoire. Il aime sa mère qui est forte et stricte. Elle dit souvent qu'il doit travailler, qu'il doit réussir. Napoléon garde ces mots dans son cœur. Il pense encore qu'il veut faire de grandes choses pour sa famille et pour sa terre. La mer de son enfance reste un souvenir clair. L'odeur du sel, le bruit des vagues, la chaleur du soleil restent avec lui. Ainsi commence la vie de Napoléon. Un enfant corse, un élève sérieux,
un jeune officier ambitieux. Son rêve n'est pas encore réalisé, mais il croit déjà que son destin sera exceptionnel. Il regarde encore ses cahiers, il sent encore le poids de ses livres. Il pense toujours qu'il doit apprendre, travailler et avancer. Napoléon est maintenant officier dans l'armée française. La Révolution commence en France. Les rues de Paris sont pleines de cris, de peur et d'espoir. Les gens veulent liberté et changement. Napoléon regarde encore cette agitation et il pense que c'est une chance pour lui. Il est jeune, mais il sait déjà qu'il peut utiliser son talent. Pendant la Révolution, l'armée a besoin de chefs. Beaucoup de soldats partent, d'autres meurent. Napoléon se trouve dans une situation difficile, mais il aime les défis. Il pense qu'il peut montrer sa valeur. À Toulon, une ville du Sud, il doit organiser les canons contre les ennemis. L'air sent la poudre et la fumée. Les bruits des canons remplissent la mer. Napoléon dirige avec calme. Grâce à ses calculs, la ville est reprise. C'est son premier grand succès. Après Toulon, Napoléon gagne de la réputation. Les chefs militaires remarquent son intelligence. Ses supérieurs savent qu'il peut aller plus loin. Il devient général très jeune. Il regarde encore ses cartes et il pense à de nouvelles batailles. Chaque jour, il planifie, il trace des lignes, il calcule les distances. Il aime ce travail difficile. Ensuite, il part pour l'Italie avec son armée. Les montagnes sont hautes, les routes sont étroites. Le froid glace les mains des soldats. Pourtant, Napoléon avance toujours. Il pense que la rapidité est la clé. Les batailles sont dures, mais ses hommes le suivent. Il croit en lui, car il est toujours devant. La nourriture est parfois pauvre, seulement du pain sec et du vin bon marché. Mais Napoléon parle avec énergie, il montre par ses actions qu'il faut continuer. En Italie, il gagne plusieurs victoires. Les soldats chantent son nom. Les journaux parlent de lui. Paris commence à admirer ce jeune général. Il regarde encore ses succès et il pense que le monde est plus grand que ses rêves d'enfant. Les rivières, les collines, les villages italiens restent dans sa mémoire comme des témoins de sa force. Cependant, après l'Italie, Napoléon veut plus. Il décide d'aller en Égypte. Il pense que cette expédition peut donner gloire et science à la France. Il aime l'idée de découvrir un pays différent. La chaleur est forte, le sable brûle, le soleil frappe les yeux. Les soldats souffrent, mais Napoléon continue. Il regarde encore les pyramides et il pense à l'histoire ancienne. Les combats sont durs, mais il gagne une grande bataille, celle des pyramides. Pourtant, tout n'est pas facile. En Égypte, l'armée manque d'eau et de nourriture. Les maladies frappent les soldats. Les conditions sont difficiles. Napoléon sent que la situation devient dangereuse. Il doit revenir en France. Il pense encore que chaque échec est aussi une leçon. Quand il revient à Paris, la situation politique est instable. Le gouvernement est faible. Beaucoup de gens veulent un chef fort. Napoléon trouve cette occasion. Il pense qu'il doit prendre le pouvoir pour sauver la France. Son esprit est clair, il doit agir vite. Son ascension est rapide. Avec son influence et son armée, il devient premier consul. Paris le regarde comme un héros. Il marche dans les rues propres, il sent le parfum du pouvoir. Les foules l'acclament.
Les journaux parlent de son énergie. Il pense encore qu'il peut donner une nouvelle direction à la nation. À ce moment, Napoléon n'est plus seulement un général. Il est un chef politique. Son regard est toujours tourné vers l'avenir. Il pense que la France doit être grande. Chaque jour, il travaille, il écrit, il décide. Sa vie devient plus lourde, mais il aime ce poids. Ainsi, après son enfance et ses premières victoires, Napoléon est maintenant au centre de la France. Son rêve prend forme. Il ne regarde plus seulement les cartes, il regarde le destin d'un pays entier. Napoléon est maintenant premier consul. La France sort de la Révolution, mais le pays reste fragile. Il pense qu'il doit donner de l'ordre. Chaque jour, il travaille longtemps. Il lit, il écrit, il reçoit des rapports. Il met en place de nouvelles lois. Ces lois sont simples et claires. On les appelle plus tard le Code civil. Les gens trouvent enfin des règles stables. Ils pensent que la France doit aussi avoir de bonnes écoles. Alors, il crée des lycées pour les jeunes. Il veut que les enfants apprennent les sciences, les langues et les mathématiques. Il pense encore que la discipline peut donner de la force. Il regarde les élèves en uniforme et il se souvient de sa propre jeunesse. Ensuite, Napoléon veut améliorer l'économie. Il crée une banque pour organiser l'argent du pays. Les marchés deviennent plus stables. Les paysans peuvent vendre leurs produits. Les villes sentent le pain frais, le vin et le charbon. La vie devient plus calme après les années de guerre civile. Beaucoup de gens pensent que Napoléon apporte la paix. Mais Napoléon ne veut pas seulement être premier consul. Il veut plus de pouvoir. En 1804, il devient empereur des Français. La cérémonie est grandiose à Paris, dans la cathédrale Notre-Dame. Les cloches sonnent fort, les chants remplissent l'air. Les gens regardent encore ce moment avec émotion. Napoléon met la couronne lui-même sur sa tête. Il pense qu'il tient enfin son destin. Comme empereur, Napoléon doit défendre la France. Les autres pays d'Europe ne veulent pas de son pouvoir. Alors, il prépare de nouvelles campagnes militaires. Les uniformes sont prêts, les canons brillent, les chevaux piaffent. Il pense que la rapidité et la surprise sont ses meilleures armes. Ses victoires sont impressionnantes. À Austerlitz, il bat les armées d'Autriche et de Russie. La bataille est dure, mais il utilise chaque détail du terrain. Les soldats voient le soleil clair se lever et ils se souviennent de ce jour comme du « soleil d'Austerlitz ». Napoléon pense encore que la chance sourit à celui qui prépare bien. Après Austerlitz, sa réputation devient immense. Toute l'Europe parle de lui. Les journaux français racontent ses succès. Les musiciens composent des marches. Les peintres dessinent ses portraits. Les rues de Paris sont bruyantes avec les célébrations. Il pense que son empire est solide. Cependant, les guerres continuent. Chaque victoire apporte aussi de la fatigue. Les soldats marchent loin, mangent peu, dorment mal. Le bruit des batailles ne s'arrête jamais. Napoléon regarde encore ses cartes, il calcule encore ses plans. Mais il sent que tout devient plus difficile. Il pense aussi à sa famille. Il donne des royaumes à ses frères et à ses sœurs. Il veut créer une grande dynastie. Ses proches deviennent rois ou reines dans plusieurs pays. Mais parfois, ces décisions ne plaisent pas au peuple. Les rues deviennent bruyantes de mécontentement.
Pourtant, Napoléon continue. Il veut encore plus de terre, encore plus de pouvoir. Il marche vers l'Espagne, puis vers l'Allemagne. Chaque campagne est longue et coûteuse. Les soldats voient des villes détruites, sentent la fumée et la poussière. Napoléon croit toujours en sa chance, mais le monde autour de lui devient plus sombre. À ce moment de sa vie, Napoléon est au sommet de sa puissance. Il est empereur, il dirige l'Europe presque entière. Il pense que son nom restera pour toujours. Mais déjà, dans le vent des champs et le bruit des canons, on entend aussi les premiers signes des difficultés. Après ces grandes victoires, Napoléon croit que rien ne peut l'arrêter. Pourtant, les difficultés commencent. Les guerres sont trop longues. Les soldats sont fatigués, beaucoup sont malades. Les familles en France attendent leurs fils et leurs maris. La vie devient plus sombre. Les bruits de fête disparaissent, remplacés par les cris et les pleurs. En Espagne, la résistance est forte. Les habitants refusent l'autorité de Napoléon. Les rues sont pleines de combats. Le soleil brûle, la poussière rend la respiration difficile. Napoléon pense encore qu'il peut contrôler la situation, mais il comprend que ce pays est un piège. Les pertes sont lourdes. Ensuite, Napoléon décide d'attaquer la Russie. Il pense que cette campagne sera rapide. Pourtant, il se trompe. L'armée marche longtemps dans des plaines immenses. Le vent est froid, la neige tombe, les mains gèlent. Les chevaux tombent, les hommes ont faim. Ils mangent peu, parfois seulement du pain dur et de la soupe claire. Napoléon regarde encore ses soldats et il pense qu'il doit tenir. À Moscou, la ville est vide et brûlée. Les maisons sentent la fumée, les rues sont silencieuses. Napoléon comprend que cette victoire n'est pas une vraie victoire. L'hiver approche, l'armée doit repartir. Le retour est terrible. Beaucoup de soldats meurent de froid, de faim ou de fatigue. Les pas sont lents, les visages sont pâles. Le bruit du vent couvre tout. Après la Russie, l'Europe entière se tourne contre Napoléon. Les rois et les empereurs étrangers veulent sa chute. Les armées ennemies avancent. Napoléon pense encore qu'il peut gagner, mais la réalité est trop difficile. Les batailles en Allemagne montrent sa faiblesse. L'armée française recule. Enfin, en 1814, Paris est occupé par les ennemis. Napoléon doit abdiquer. Il quitte son trône. Sa vie change brutalement. Il est envoyé sur une île, l'île d'Elbe. La mer entoure son nouveau monde. L'air sent le sel, les journées sont calmes. Napoléon regarde encore l'horizon et il pense à son passé. Il n'est plus empereur, mais il rêve encore de revenir. Sur l'île, il organise une petite armée. Il marche, il observe, il parle avec les habitants. Son esprit reste actif. Chaque jour, il pense qu'il peut encore reprendre le pouvoir. Son regard reste fixé vers la France. Et un jour, il réussit à s'échapper. Avec quelques navires, il revient en France. Les soldats l'accueillent. Ils se souviennent encore de leurs anciennes victoires. Napoléon reprend confiance. Il marche vers Paris. Les foules le suivent. Son retour dure 100 jours. Mais les rois d'Europe ne veulent pas de son retour. Ils préparent une nouvelle guerre. Tout se joue en Belgique, près du village de Waterloo. Le ciel est gris, le sol est boueux.
Les canons grondent, les chevaux glissent, les hommes crient. Napoléon pense encore qu'il peut gagner, mais cette fois, il perd. L'armée française est brisée. Le rêve s'arrête ici. Après Waterloo, Napoléon doit encore abdiquer. Cette fois, il est envoyé très loin, sur l'île de Sainte-Hélène, au milieu de l'océan Atlantique. L'air est humide, les journées sont longues, les nuits sont froides. La mer gronde autour de lui. Il vit dans une maison simple, avec peu de confort. Il pense encore à son passé, à ses batailles, à ses victoires. La gloire est partie, mais le souvenir reste. Napoléon sait que son nom ne sera jamais oublié. Même loin de la France, même sans armée, il pense encore qu'il a changé l'histoire. À Sainte-Hélène, la vie de Napoléon est très calme. Il n'a plus d'armée, plus de palais. Il vit dans une maison modeste entourée de champs et de collines. Le vent souffle fort, l'air sent l'océan. Les journées passent lentement. Napoléon marche parfois dans le jardin, il regarde encore l'horizon. Il pense à sa jeunesse, à la Corse, à Paris, à ses batailles. Il écrit beaucoup. Il dicte ses mémoires à ses compagnons. Il veut que le monde sache ce qu'il a fait. Ses souvenirs sont clairs. Il parle de ses victoires, mais aussi de ses échecs. Il pense encore que son destin était unique. Le bruit de la mer accompagne ses réflexions. Les vagues frappent les rochers, comme un rythme constant. Les soldats anglais surveillent ses mouvements. Napoléon n'aime pas cette présence, mais il ne peut rien changer. Il passe ses journées à lire, à se promener, à réfléchir. Parfois, il se sent malade. Sa santé devient fragile. La nourriture est simple, du pain, de la viande, des légumes. Rien de riche, rien de luxueux. Il pense encore au grand dîner de Paris, mais il accepte cette vie différente. Les années passent ainsi. La gloire est loin, mais la mémoire reste vive. Napoléon regarde encore les portraits qu'il garde avec lui. Il pense à sa mère, à ses frères, à ses sœurs, à son fils. Ce fils vit loin, il ne peut pas le voir. Cela rend Napoléon triste. Pourtant, il garde l'idée que son nom vivra. En 1821, Napoléon meurt à Sainte-Hélène. La maison devient silencieuse. La mer continue de gronder. Ses compagnons écrivent que ses derniers mots parlent de la France et de sa famille. Il part loin de son pays, mais son esprit reste français. Après sa mort, l'image de Napoléon devient immense. Beaucoup de gens en France et en Europe se souviennent de lui. Pour certains, il est un héros. Pour d'autres, il est un homme dangereux. Mais tous reconnaissent qu'il a changé l'histoire. Son code civil continue d'organiser la vie des Français. Ses réformes dans l'école et l'économie restent en place. Son nom est écrit dans les livres d'histoire, ses batailles sont étudiées dans les écoles militaires. Son visage apparaît sur des peintures, des statues et même des pièces de monnaie. Plus tard, ses cendres sont rapportées à Paris, aux Invalides. Là, dans un grand tombeau, les visiteurs viennent chaque année. Le lieu est clair et silencieux. On sent l'odeur de la pierre froide. On entend les pas des touristes qui marchent doucement. Chacun regarde encore la tombe et pense à cet homme qui a marqué le monde. L'héritage de Napoléon est complexe. Il a apporté des lois stables, des réformes utiles. Mais il a aussi mené des guerres très dures. Pourtant, son ambition,
son énergie et son intelligence restent admirés. Beaucoup pensent encore que son histoire est celle d'un homme qui voulait toujours plus. Ainsi se termine la vie de Napoléon. Un enfant de Corse, un élève sérieux, un général brillant, un empereur puissant, un exilé solitaire. Son destin a été grand, difficile, clair et sombre à la fois. Il reste une figure unique de la France et du monde.